Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet et comme chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble les moindres rebonds de l'actu basket. Et donc, la parole d'entrée de jeu à un ancien numéro 11, et oui messieurs, celui des Detroit Pistons entre 1980 et 1994. Oui, vous avez deviné, Isaiah Thomas, lequel il y a 3 jours a déclaré: quand vous parlez d'un joueur de basket, mais d'un joueur de basket complet, LeBron James est bien meilleur que Michael Jordan. Quand j'observe jouer LeBron James, je vois un joueur de basket complet qui domine comme personne à son époque, sauf peut-être 2 joueurs. Ces 2 joueurs, ce sont qui, messieurs? Karim Abdul-Jabbar et Bill Russell. Franchement, ça sent le crime de lèse-majesté à plein nez, non? Vous trouvez pas? Parce que LeBron réalise des playoffs de fou, il vient encore de scorer 51 points sur le premier match de la finale. Il serait aujourd'hui plus grand que Isaiah Ernest lui-même, Michael Jordan. Allez, pour débattre de ce sujet, et je sens que ça va être chaud, durant une grosse demi-heure autour de moi, Yann Soudé qui effectue son grand retour. Salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Amaury Perdriau qui n'a pas dormi de la nuit, absorbé par le match 1 de la finale NBA, remporté jeudi soir en prolongation par Golden State devant Cleveland, 124-114, et qui est désormais un fan de J.R. Smith. Salut Amaury. Salut, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, il vient tout juste d'ouvrir un œil car il est 6h du mat pour lui. Max Mallet qui était assis courtside hier soir à Auckland et qui s'est régalé. Hello Max. Salut. Voilà, vous connaissez le casting, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Messieurs, j'imagine que le match 1 de la finale, vous l'avez suivi de près, voire même de très très près. Victoire, on l'a dit tout à l'heure, des Warriors au bout du suspense, au bout de la prolongation, 124-114. Un joueur, encore une fois, a marqué les esprits, LeBron James, auteur de 51 points. J.R. qui auteur de 51 points. La question est simple, quand on regarde les playoffs de LeBron James, quand on regarde la longévité de sa carrière en playoffs, qui est aujourd'hui comparable à celle de Jordan, est-ce que, tout simplement, c'est ce que je disais en préambule avec les propos d'Isaiah Thomas, est-ce que LeBron James est plus fort que Michael Jordan? Qui est-ce qui se lance? Moi personnellement j'ai un peu de mal avec ces comparaisons incessantes. Je suis pas sûr que ce soit utile de comparer 2 joueurs de 2 époques différentes. Bon bah voilà, merci, fin de l'émission, la semaine prochaine. C'est un débat qui agite beaucoup aux États-Unis en tout cas. Il agite, ouais. Je suis assez d'accord avec ce qu'a écrit Kobe Bryant sur Twitter il y a quelques jours. Il disait qu'en gros il fallait arrêter de les comparer et juste profiter du moment, profiter de ce qui se passait et juste les prendre les 2 pour ce qu'ils étaient et pas essayer de trouver un numéro 1 toujours. Peut-être qu'il dit ça parce que du coup il est plus dans le débat. Pendant longtemps il était considéré comme le successeur, voire presque l'égal de Jordan. Aujourd'hui on parle plus de lui, c'est peut-être aussi pour ça qu'il sort ce genre de phrase. C'est pas le seul à tenir ce genre de discours. Cette nuit, juste après justement le match 1, il y a Nicolas Batum qui s'est lancé dans le débat aussi avec ses internautes. Il relaie à peu près le même sentiment sur le fait qu'on peut pas comparer 2 époques différentes. Il aimerait qu'on considère ces joueurs-là comme des GOAT, donc les greatest of all time, sans oublier peut-être d'autres joueurs qu'on a tendance à mettre en dessous des 2, mais qui ont été tout aussi énormes à leur époque, du style Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le débat aujourd'hui est peut-être plus légitime qu'il ne l'était il y a les années précédentes. C'est un débat que les gens adorent alimenter parce que ça passionne. On a envie de déterminer un numéro 1 dans l'histoire d'un sport. Est-ce que c'est possible? Pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les aspects sur lesquels on se penche. Est-ce que c'est purement au niveau du jeu, au niveau de l'aura, au niveau des résultats, au niveau des bagues de champion? Et en fait, on se rend compte que à chaque catégorie qu'on va choisir, on peut choisir un GOAT différent. Et même si les 2 noms entre James et Jordan reviennent avec insistance, ce sont peut-être pas les seuls. Aujourd'hui, ce que fait LeBron James, c'est absolument extraordinaire, et je pense que les gens sont marqués par ses prestations, notamment en raison de l'âge de LeBron James. 33 ans. Voilà. Et aucun joueur peut-être n'a marqué l'histoire de son sport à cet âge-là, avec cette efficacité-là. Hier soir, il a 19 sur 32 au tir à 33 ans face à la meilleure équipe de la Ligue. 51 points. Ouais. Personne ne peut l'imaginer. Et au final, ce gars-là le fait avec une aisance incroyable. Et en plus de ça, comparé aux autres matchs depuis le début des playoffs, il a défendu en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un joueur que ça, quoi?
Et il joue le meilleur basket de sa vie à 33 ans. Ouais, vous savez qui était champion à 33 ans, qui marquait plus de 30 points de moyenne en play-off à 33 ans? Je sens que je vais aimer ta réponse, Max, vas-y. Michael Jordan, tout simplement, qui était au milieu de son deuxième three-peat. Donc voilà, c'est vrai que on est beaucoup dans l'instant aussi. C'est ce que disait Jeff Van Gundy, qui est l'ancien entraîneur et commentateur qui commente pour ABC, qui est diffuseur aux États-Unis. Voilà, on est beaucoup dans l'instant et c'est vrai qu'on prend de telles avalanches de tweets, d'Instagram, tout ça, que ça grossit aussi ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais faut pas oublier que à 33 ans, Jordan, il était au milieu du deuxième three-peat. Voilà, donc c'est quand même pas non plus rien du tout. Argument qui sera balayé notamment par tous les joueurs qui entouraient Michael Jordan. Alors que finalement, ce qui légitime, on va dire, les arguments en faveur de LeBron, c'est le fait qu'il soit tout seul depuis le début de la saison et qu'il arrive malgré tout à tirer ses coéquipiers vers le haut et à quand même amener son équipe en finale. On rappelle vite fait pour les plus jeunes qui nous écouteraient, le premier free-peat, 91, 92, 93, Jordan il est épaulé principalement à l'époque par Scottie Pippen et Horace Grant. Sur le banc vous avez autour de lui des shooters comme B.J. Armstrong, John Paxson et Craig Hodges. Et puis sur le deuxième free-peat, 96, 97, 98, Pippen est toujours là, mais sont arrivés Rodman qui est le meilleur rebondeur défenseur de la ligue à l'époque, Kukoc le meilleur européen, le meilleur sixième homme. Et puis vous avez Steve Kerr et puis l'oncle Longley qui n'était pas un pivot dominant mais qui était un bon pivot quand même d'attaque. Bref, Michael Jordan n'était pas tout seul, Max, à cette époque-là. LeBron, effectivement, on a l'impression qu'il est tout seul. Pourquoi LeBron il est tout seul? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans cette situation-là? C'est aussi de sa faute. C'est aussi la façon dont il gère sa carrière et où il laisse chaque année l'équipe un petit peu dans l'incertitude de ce qu'il va faire. C'est extrêmement dur de construire autour de LeBron. Pat Riley l'a eu pendant 4 ans avec Miami. Il a été très content, mais le jour où il est parti, ça a été difficile et il a laissé la franchise un peu dans le noir pendant tout le processus de décision. Et puis ils se sont retrouvés comme ça début juillet 2014, un peu gros gens comme devant à devoir rebâtir leur équipe. Et Cleveland se retrouve aussi en difficulté et se retrouve en permanence à jongler avec des trades, tenter de réussir des choses parce que il est comme ça à mener son truc comme il a envie, à toujours prendre le salaire max année après année. Il aurait tort de s'en priver, plus vite d'attendre. Ça le fait, mais ça le fait augmenter plus vite de re-signer chaque année des prolongations que d'avoir un contrat dans la durée. Donc il y a aussi un côté qu'il faut reconnaître que la façon dont il gère sa carrière a aussi un impact sur le fait qu'il est moins accompagné et la façon dont il joue. Alors il fait tout, ouais, bien sûr, mais du coup, un joueur comme Kyrie Irving, il trouve qu'il n'a pas assez entre guillemets à manger à côté de lui et il a envie d'aller voir ailleurs. Donc s'il a moins d'aide, c'est pas non plus juste un hasard. Et ça n'arrive pas juste comme ça. Il reste aussi volontairement dans la conférence Est qui est plus faible, donc c'est plus facile d'enchaîner les finales en restant dans cette conférence Est qui est plus faible depuis quasiment depuis l'époque Jordan. Il y aura un problème de leadership selon toi sur Michael Jordan était un meilleur leader que LeBron James ne l'est aujourd'hui? Mais pour LeBron c'est dur à dire parce qu'après on va dire au jour le jour c'est un excellent leader. On l'a vu encore hier soir après le match 1 où il n'a pas voulu dire un seul truc méchant sur J.R. Smith après ce qu'il a fait alors qu'il aurait pu. Bon, il savait que tout le monde s'en chargerait à sa place. Non, mais ça a été une constante chez lui de toujours défendre ses coéquipiers. Il a dit, j'ai jamais abandonné mes coéquipiers. Donc, au jour le jour, c'est un excellent leader. Il a été capable de ramener en 2016 l'équipe. Il a été excellent dans le leadership en 2016 au moment de la finale pour revenir de 3-1 et gagner. Mais sur la façon dont il gère sa carrière, exactement, et la signature des contrats, il met tout le temps sa franchise et ses GM en difficulté dans la gestion à long terme. C'est quelque chose de récurrent dans sa carrière et qui est difficile à gérer et qui complique pas mal la tâche pour la direction d'une franchise dans laquelle il joue. Après,
ça veut dire que vous avez le meilleur joueur de la période actuelle. Donc, on a n'importe quelle franchise que LeBron James dit j'ai envie de venir, ils l'acceptent et ils font tout pour l'avoir. Ça te donne 8 finales consécutives. Hein. C'est ça le résultat. C'est le sacrifice est certes financier en termes d'organisation et de gestion d'effectifs, mais derrière, on a un joueur qui a 8 finales consécutives. Enfin, on ne peut pas s'en priver. On est prêt à tout donner pour ça. Dans la comparaison avec Jordan et dire Jordan a plus d'aide, peut-être parce qu'il permettait à la franchise de gérer les choses différemment et plus dans la durée. Jordan, c'est aussi 6 titres en 6 finales. C'est un clean sheet, comme on dit en hockey, qui est parfait. Ils ont tous les deux autant de saisons de play-off, 13 tous les deux, des stats qui sont en fait relativement similaires. Il n'y a pas beaucoup de différence. LeBron prend un petit peu plus de rebonds en moyenne en play-off, 9 contre 6 à Jordan. Pour le reste, c'est des stats quasi similaires, 30 points de moyenne à peu près, 7 passes, 1 contre. Bref, on est dans les mêmes eaux. Simplement, LeBron, sur les 13 saisons de play-off, il a fait 9 finales au total, effectivement, mais pour l'instant, il n'a que 3 titres. Et ça, forcément, dans la balance, Yann, ça pèse. Ouais, on parle beaucoup du taux de réussite incroyable de Jordan en finale. C'est 6 finales, 6 titres. Accompagné de shoots décisifs. Accompagné de shoots décisifs, c'est vrai. Mais on parle moins de ces 3 éliminations au premier tour quand Pippen n'était pas encore là, de ces 2 éliminations au deuxième tour et de ces 2 finales ces 2 finales perdues, finale de conférence contre les Bad Boys de Détroit à l'époque. Faut pas oublier que Jordan, il a pas gagné un titre à chaque saison qu'il a joué. Il y a eu aussi des échecs et il faut en parler, quoi. Faut pas l'oublier. LeBron a vécu aussi la même chose au début de sa carrière avec Cleveland. Mais effectivement, je pense que les gens qu'on n'arriverait pas à faire changer d'avis vont se retrancher derrière cet argument de ces 6 titres, 2 three-peats. Il y a une aura qui entoure Michael Jordan. Et tu le disais tout à l'heure aussi, c'est question de génération. Aujourd'hui, on a des gens qui, il y a 20 ans, ont peut-être vécu ces années fastes de Jordan, on avait entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 40, 50, 60 ans. Donc, ils sont encore capables d'influencer la génération d'en dessous sur ce débat-là. Et la plupart des papas ou des mamans qui ont suivi le basket ont forcément érigé Michael Jordan en référence basket. Mais aujourd'hui, est-ce que pour un jeune de 10, 12, 15 ans, Michael Jordan est le premier nom qui arrive quand on veut parler du joueur référence? Non, le joueur référence aujourd'hui, c'est LeBron James. Après, c'est Stephen Curry pour les plus jeunes aussi. En plus, maintenant, voilà. Donc, c'est à chaque époque son joueur. Effectivement, dans les années 90, il y a une équipe, c'est Chicago. Il y a un joueur qui, en plus de ça, dégage quelque chose vis-à-vis des gens. C'est shoot décisif. On touche au sublime. Donc, les gens sont marqués par ces choses-là. Mais au même titre qu'aujourd'hui, on doit être marqué par ce que fait LeBron James. Je pense que combien de LeBron haters ont retourné leur veste par admiration parce qu'il est revenu à Cleveland justement pour apporter un titre à sa franchise et derrière sont obligés de s'incliner face à ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Est-ce que l'aspect esthétique qui entourait le jeu de Jordan, alors que celui de LeBron est beaucoup plus, même carrément plus physique, presque plus animal, ne dessert pas, Max, aussi un petit peu l'image de LeBron James? Oui, c'est sûr qu'il y a et puis il y a des images qui restent de Jordan au concours de dunk, par exemple, chose que LeBron n'a jamais voulu faire. Il aurait pu, notamment en début de carrière, mais il a toujours refusé. On se souvient du concours de dunk de 88. Il y a des vraies images. Quand vous pensez à Jordan, vous avez son image de lui en train de monter au dunk, les jambes écartées ou pas, comme le logo de sa marque, qui je pense quand même parle un petit peu aux plus jeunes. Si on regarde les ventes de Jordan et de chaussures signature de LeBron, au passage. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette esthétique, c'est Easerness, voilà, Easerness, c'est ce côté très aérien, ce jeu au-dessus du panier qui fait rêver, quoi. C'est bien joli, la génération d'aujourd'hui, de dire Steph Curry, c'est un joueur un peu plus petit auquel on peut s'identifier, qui fait des tirs, tout le monde peut tirer. Mais si on regarde aussi du sport de haut niveau et du sport pro, c'est pouvoir des choses exceptionnelles en termes d'athlétisme. Je vous fais un petit anglicisme à la Jean-Claude Van Damme, c'est
6h15 du matin. Mais on a envie de voir des choses comme ça que justement on ne peut pas faire parce que c'est ça qui est hallucinant, c'est ça qui fait rêver. Et de ce côté-là, oui, il a une manière presque, j'ai envie de dire, presque plus photogénique, télégénique d'être dans les airs que Jordan ou que LeBron où c'est très physique, hein, c'est impressionnant. Mais au niveau de la rétine, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Mais est-ce que, je pose la question, est-ce qu'à son époque, Michael Jordan n'était pas aussi un peu seul à ce niveau-là et la NBA manquait d'un pool, on va dire, de superstars capables d'émerveiller tout le monde pendant toute une saison et les playoffs, alors que là aujourd'hui LeBron il doit faire avec des Kevin Durant des Kevin Durant, des Steph Curry, des joueurs à la mode. Il a eu en face de lui Magic Johnson, il a eu pendant longtemps les Pistons Isaiah Thomas, il a eu Clyde Drexler, il a eu Charles Barkley, il a eu Hakeem Olajuwon, aujourd'hui ce sont des joueurs dont on ne se souvient pas à ce point-là. C'était la Dream Team. Mais c'est une question en fait d'instantané, quoi. C'est vraiment la photographie du moment. Donc le débat il existe parce que LeBron est encore joueur aujourd'hui et Jordan ne l'est plus. Jordan c'est le symbole d'un basket, c'est le symbole d'une génération de la Dream Team de cette NBA qui s'exporte à l'international et qui va séduire peut-être des millions et des milliards de fans. LeBron, il arrive dans un contexte où ça a déjà existé et il doit essayer de faire encore mieux. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il fait mieux ? Il y a des gens qui le pensent. Il fait au moins aussi bien dans un contexte différent, dans un basket différent. Je pense qu'aussi là où le débat est intéressant et la question, elle est presque impossible à répondre, mais il y a tellement de gens qui se demandent est-ce que Michael Jordan aujourd'hui à Cleveland arriverait à faire aussi bien que LeBron James ? Cette question elle a le mérite d'exister. Et donc LeBron James il est dans un basket aujourd'hui où il arrive après Jordan, il arrive après un joueur qui a tout éclaté à son époque, et 20 ans après il fait quelque chose qu'on ne pensait peut-être jamais revoir. Donc oui. La différence, c'est ça, ce que dit Amaury, c'est que Jordan, il a changé l'image de son sport. Jordan, c'est plus que le simple basket, en fait. C'est un phénomène de société. Il a popularisé la NBA, oui, à travers le monde. Il l'a exporté. Et voilà, il continue de vivre aujourd'hui dans les mémoires, notamment au travers de ses chaussures. Les Air Jordan continuent de lui rapporter plus de 100 millions de dollars par an. C'était 110 millions en 2017. C'est plus que ce qu'il a gagné dans toute sa carrière en NBA. Je crois qu'il gagne 94 millions de dollars sur l'ensemble de sa carrière NBA. Nike et Jordan Brand représentent plus de 90% des chaussures de basket vendues sur le marché américain. Voilà, c'est quelqu'un qui continue d'exister. Qui est propriétaire d'une franchise aussi. Qui est propriétaire d'une franchise, ça veut dire qu'il a toujours un pied dans la NBA. Et qui est dans les esprits des gens, dans la culture populaire, Space Jam aussi. Voilà. On a tout fait. Au niveau du grand public américain, par exemple, il était au dernier All-Star Game, puisque c'est Charlotte qui va organiser le prochain et que donc il y a une passation chaque année à la fin du All-Star Game, une passation entre la ville qui organisait cette année et la ville qui organise l'année prochaine. Je peux vous dire que quand on était à Los Angeles, pourtant, qui n'est pas sa ville, quand Jordan est apparu à la fin pour prendre la relève de Los Angeles, le public était en délire. Il déclenche quelque chose d'absolument unique. Et pourtant, il n'y avait pas que des gens de la génération 35, 40 et au-delà. Tu conviendras quand même il déclenche quelque chose d'absolument unique dans le grand public basket aux États-Unis, c'est sûr, et dans le monde, je pense pas que ce soit différent. Tu conviendras quand même que ces apparitions publiques sont suffisamment rares pour que ça crée l'événement aussi. Donc c'est très travaillé cette image. L'entretien son mythe aussi. Ouais. Ah oui, pour l'entretenir, il faut qu'il existe. Ah bah évidemment, mais je pense que personne ne reniera ce mythe Jordan. Le vrai débat, c'est peut-on considérer LeBron comme au moins l'égal de Jordan, et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie légitimité et on peut dire oui ce que fait LeBron, mais en fait, y compris s'il perd cette finale cette année, s'il perd une nouvelle fois une finale. Personne ne le voyait à ce niveau-là. Oui, parce que ouais, c'est ça. C'était déjà un exploit d'emmener ces Cavs à cette finale NBA. Quand on se rappelle, il y a encore 3 mois où est-ce que justement le problème il est pas là ? C'est le meilleur joueur, mais il n'est pas capable de gagner le titre. Donc à quoi ça sert finalement ? Il l'a gagné 3 fois quand même. Oui, en 9 finales. C'est-à-dire qu'il a quand même plus souvent perdu, davantage échoué. Il a perdu autant de fois que Jordan a gagné lui.
Ouais, mais il faut regarder aussi comment il est entouré à chaque fois. On en a parlé, et on le répète. Mais est-ce que vous pouvez me citer un membre du 5 majeur de Cleveland pour la première finale de LeBron en 2007 Ilgauskas. Ilgauskas, voilà. Hydronas. Et les autres je vous les cite. Jamario Ilgauskas, Eric Snow, Larry Hughes, Drew Gooden. Voilà, Ouais, on peut aussi aller pour aller dans l'autre sens. La finale, il y a la finale 2011. Il s'est loupé à la finale 2011 d'une manière dans les grandes largeurs. Il avait de très loin la meilleure équipe avec lui et il s'est loupé pas sur un match, il s'est loupé sur l'ensemble d'une série où il a été complètement méconnaissable. Jordan n'a jamais connu ça sur une finale. Il a toujours répondu présent et il a jamais été étouffé, que ce soit par l'événement ou l'adversaire. Après, LeBron d'ailleurs, il en parlait pendant ses playoffs, puisque Dwayne Casey, qui est le coach qui était le coach de Toronto, qu'ils ont affronté, le meilleur coach de l'année, ex-coach de demi-finale Toronto. et au revoir. C'était un des assistants de Dallas en 2011 et qui avait notamment été chargé de préparer le plan de jeu contre Jordan et contre LeBron, pardon. Et James disait que justement ça l'avait permis de beaucoup évoluer. Donc voilà. C'est ça qui est beau aussi, c'est que tu évoques 2011 et depuis 2011. Voilà quoi, on a affaire à un joueur qui grâce à une claque reçue a derrière imposé sa patte sur les playoffs et il est toujours là, même quand on ne l'attend pas. Et cette saison, enfin, moi j'aimerais bien qu'on me trouve une équipe qui s'est hissée au final NBA et qui avait changé la moitié de son effectif 4 mois avant. C'est totalement improbable et ça prouve effectivement que la faiblesse de la conférence Est. Pas forcément, parce que on a quand même tous sauf moi, mais peut-être, mais on a tous crié au génie pour les Boston Celtics. On voyait Philadelphie en équipe révolutionnaire. On s'est dit, bon, les Cavs, c'est terminé cette année. Même Toronto, ils ont une chance. Bon, ils leur mettent un 4-0. Et au final... Non, Toronto, on s'est pas dit qu'ils avaient une chance. J'ai souvenir sur un podcast, on a dit, est-ce que cette année, Toronto va peut-être enfin pouvoir... Le premier. Ils ont quand même jamais été aussi bon que cette saison. On s'attendait pas à ce que ça fasse sweep quand même. Et n'oublions pas ce soir, les Cavs sont à 5 secondes d'aller chercher un premier match sur le parquet de Golden State, alors que tout le monde leur promet un 4-0 ou un 4-1 et une série insipide. On a eu un match 1 magnifique. Je trouve que c'est rare d'avoir un match 1 aussi tendu, plaisant. Ça jouait, même si c'était maladroit à 3 points. Enfin, et tout ça grâce à LeBron qui a compensé pour le trio de Golden State, quoi. Donc c'est la première fois en finale NBA qu'un joueur perd en ayant marqué plus de 50 points. Ça prouve bien quand même tout ce que LeBron doit faire avec ces gars-là à côté de lui pour l'emporter, quoi. Mais est-ce que la mythologie qui s'attache ou qui s'attachait à Michael Jordan n'était pas aussi liée au style de jeu des Bulls, à la fois très défensif et offensivement très maîtrisé? On se souvient du jeu d'attaque en triangle mis en place par Tex Winter, l'adjoint de Phil Jackson. Cleveland, quand vous regardez jouer depuis le début des playoffs, oui, certes, les performances athlétiques de LeBron James sont exceptionnelles, mais franchement, niveau basket, on se fait chier, non? Il y a une évolution globale, je trouve, du style de basket qui est joué même depuis le début des playoffs. Comme le basket d'aujourd'hui va plus vite, plus fort, plus loin, plus haut, les coachs n'ont d'autre choix que d'imposer maintenant ce qu'on appelle le jeu d'isolation. Donc c'était le cas entre Houston et Golden State, c'était le cas avec Cleveland face à Boston. En fait, on a tellement peur de prendre des paniers rapides et de permettre à une équipe de se lancer dans une série dans un 10-0, un 14-0, qu'au final on change sur tous les écrans et on se retrouve du coup à avoir un jeu en isolation qui pousse les meilleurs joueurs à devoir inscrire des paniers quasiment statiques enfin. On parle d'un basket qui est globalement différent. Donc il y a certes le jeu de Chicago à l'époque qui est très séduisant, mais on ne peut pas appliquer ce jeu-là aujourd'hui. Et finalement, l'adaptation qui est faite par rapport à ce que proposent tous les coachs NBA, Cleveland s'en sort pas si mal et il pourrait pas faire ce que faisait Chicago à l'époque parce que les adversaires proposaient pas du tout la même chose. Ouais, et puis on shootait beaucoup moins à 3 points à l'époque aussi, donc les défenses étaient plus resserrées. C'est comparer 2 époques et 2 styles de jeu vraiment différents. Et puis ce que fait Cleveland aujourd'hui, au regard de la saison qui a été la leur, c'était l'avant-dernière défense de NBA quand même cette saison. Ils ont quand même bien élevé
leur niveau en play-off, c'est très très solide. Est-ce que face à LeBron James, il y a aujourd'hui une alternative sérieuse? Vous parliez tout à l'heure d'opposition par rapport à Michael Jordan. On cherche un joueur qui pourrait donner un petit peu d'épaisseur à LeBron James, un petit peu comme la rivalité entre Magic et Larry Bird avait été montée en épingle. Est-ce qu'on n'attend pas que Kevin Durant, qui joue peu ou prou au même poste, puisse lui donner la réplique? Peut-être, ouais, plus que Marcus Morris en tout cas, qui a fait Ça, c'est sûr. Quand on a fait des cauchemars. Je lisais qu'il avait passé des nuits blanches avec son frère à Boston à essayer de revisionner les vidéos de ses matchs et essayer de comprendre comment il pouvait défendre sur LeBron. Il a jamais réussi et finalement personne n'a jamais vraiment réussi, comme personne a jamais vraiment réussi à stopper Jordan. Durant est un bon défenseur, c'est vrai. Il peut freiner LeBron James. Il est peut-être pas assez discipliné pour le freiner sur il lui tout manque un match. surtout quelques kilos, je pense. Et aussi, il risque de se faire bouger. Et se coller à lui pendant tout le match, c'est aussi prendre le risque de se fatiguer, de se blesser, d'avoir moins de jus en attaque. Je suis pas sûr qu'il ait ce qu'il faut pour s'opposer totalement à LeBron. Max, le match 2, tu y seras également entre les Warriors et les Cavs. Est-ce qu'on doit s'attendre encore une fois à un nouveau show de LeBron James? Oui, sans doute, un show LeBron James, oui. Après, c'est vrai que LeBron James, il peut faire son show aussi parce que il y a des périodes où les Warriors, on a l'impression un peu de suffisance. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu toute la saison, qu'on a revu en play-off. Les mauvaises habitudes, on la vie dure pour ces Warriors. Hein. Il y a des périodes où il y a des turnovers un peu hallucinants, où le jeu devient complètement stagnant alors que c'est pas du tout leur force. Donc on a l'impression que les Warriors sont tellement au-dessus du lot et qu'ils le savent. Ils ont explosé Houston en quelques quarts-temps seulement que du coup sur le reste ils sont un peu moins efficaces. Ce premier match sera sans doute exactement ce qu'il leur fallait pour leur mettre un petit coup de pied aux fesses et qu'ils soient bien prêts et concentrés et qu'ils jouent vraiment leur jeu pendant un match complet ou quasiment. Donc c'est difficile d'imaginer la même performance, hein, qui est juste rarissime. Après, un des avantages au moment de la finale, c'est que la NBA a décidé d'étirer tout ça dans la longueur. Et donc, il y a 2 jours de repos avant le match 2. Ça peut aider James à un peu se refaire. Parce que là, il va commencer à fatiguer un petit peu quand même, le bonhomme. Ça va être son 102e match. Il n'avait jamais dépassé les 100 matchs dans sa carrière. Ouais, c'est ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que LeBron, il joue, il s'arrête jamais, quoi. Il a joué 48 minutes sur 48 au match 7 contre Boston. Là, il va devenir le premier joueur de l'histoire à dépasser les 10 000 minutes en play-off. Et en fait, à 33 ans, il a jamais semblé aussi en forme, aussi dominant physiquement, alors que dans sa carrière, au pire, il a manqué que 15 jours de compétition. C'était en 2014-2015 pour une entorse au genou gauche. Jordan, je rappelle qu'avant son... Il y a eu des blessures. Ouais, c'est ça, il y a eu des blessures et avant le three-peat, le deuxième, il fait un break d'1 an en 93-94 après la mort de son père notamment pour jouer au baseball. C'est ça qui a renforcé son mythe, c'est cette histoire du joueur qui peut partir et revenir et gagner quand il veut, comme il veut. Avec la même franchise. Peut-être aussi ça que ça dessert un petit peu l'image de LeBron James finalement, parce qu'il fait Cleveland, il n'y arrive pas, il se barre à Miami, finalement, il revient à Cleveland dont il est originaire, il fait gagner Cleveland certes, mais il y a cette espèce d'incertitude qui entoure son parcours. Jordan, la période compétitive, elle est aux Bulls, point barre. Ensuite, la 2e ou 3e carrière aux Wizards, c'est de la pré-retraite pour s'amuser, mais il a tout gagné avec la même franchise. C'est pas le cas de LeBron. Ça aussi, dans ce cas-là, il y a d'autres joueurs qui doivent rentrer dans le débat, et pourquoi pas parler d'un Bill Russell. Dans ce cas-là, au nombre de bagues, à la longévité,
Oui, même si à l'époque il n'y avait pas non plus le même nombre de franchises en c'est NBA. ça, il y en avait 10. Voilà, mais dans ce cas-là, si on revient sur l'argument de l'époque, on choisit pas de GOAT, et puis à chaque époque son GOAT, et puis c'est plus le greatest of all time, c'est le greatest of his time, et puis chacun son époque. Mais dans ce cas-là, effectivement, on fait rentrer plein d'autres joueurs dans la boucle. Pour en revenir au match 2, attention, moi je crains que Cleveland n'arrive pas à se remettre de cette fin de temps réglementaire complètement gâchée par J.R. Smith, et souvent une équipe qui est à l'extérieur, qui joue un deuxième match à l'extérieur après être passé tout proche de la victoire lors du match 1, a tendance à s'écrouler sur le match 2 mentalement, parce que ça retombe derrière. Maintenant, j'espère que les gens se diront pas que c'est un 4-0 tout cuit, quoi. Ouais, mais justement, c'est que du bonus pour Cleveland aussi, là, parce que tout le monde les voit perdants. Donc, je pense que peu importe le scénario du match 1, c'est super frustrant. Ouais, d'ailleurs, LeBron a dit que c'était la défaite la plus frustrante de sa carrière. Mais peu importe, à mon avis, chaque victoire, peu importe le match, chaque victoire sera une victoire bonus pour Cleveland. Vu ce qu'on attend, donc et c'est ça d'ailleurs enfin, si par miracle, parce qu'on pourra parler de miracle, si par miracle Cleveland devait gagner le titre cette année, mon Dieu, le débat là, prend une autre ampleur. Ça devient un des exploits les plus retentissants du basket moderne. Donc il y aura peut-être plus de débat avec Jordan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce débat, il est pas prêt de s'éteindre. L'an prochain, sauf blessure, LeBron James passera meilleur marqueur de l'histoire devant quelques joueurs, Dirk Nowitzki, Will Chamberlain, et puis Michael Jordan aussi, notamment. Il pourra potentiellement aller chercher Kobe qui est à la 4e place. Bref, ce dossier est loin d'être clos, tout comme les playoffs et les finales NBA. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la suite. Max, merci beaucoup. Tu vas dormir un petit peu peut-être? Et je vais faire une petite sieste matinale. Je vais essayer de t'imiter, mais moi dans l'après-midi. Amaury, merci. Bonne sieste également. Yann, pareil, bonne sieste. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Guillaume. Bye bye. Merci.